général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, monsieur le général de brigade, représentant le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, messieurs les officiers généraux, messieurs les directeurs de service, monsieur le colonel commandant de la zone militaire numéro 1, messieurs les membres de la commission sénégalaise d'histoire militaire, messieurs les membres de l'association des amis du musée, monsieur le professeur Abdou Sow, mesdames, messieurs les officiers, sous-officiers militaires du rang, mesdames, messieurs, distingués invités. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, sous la présidence du général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, est dédiée à la dédicace du livre du professeur Abdou Sow, intitulé « Des tirailleurs sénégalais se racontent ». Ce livre de 407 pages est articulé en 4 parties, chaque partie comportant un titre spécifique. La première partie a pour titre « Les précurseurs des tirailleurs d'avant des 2 grandes guerres ». Elle comprend 2 chapitres consacrés respectivement au capitaine des tirailleurs sénégalais, Mamadou Racine Sy, et la conquête du Haut-Sénégal-Niger du 1880-1890. Le deuxième chapitre présente le sergent Laptop, Malamine Camara, un héros oublié. La deuxième partie, qui a pour titre les tirailleurs projetés hors d'Afrique 1914-1918, traite respectivement de l'instrumentalisation de la religion dans le recrutement des tirailleurs de la guerre au Sénégal 1914-1918. Des destins différenciés dans l'affaire des Dardanelles, avril-septembre 1915, en août de l'itinéraire d'un ancien combattant de la Première Guerre mondiale, Diaye Abdoulaye Boudia, 1891-1974, et enfin de l'itinéraire de l'adjudant Toumani Mané, ancien combattant 1914-1918 et chef de canton du Balatankounda et du Brassou. La troisième partie, qui a pour titre les tirailleurs de la Deuxième Guerre mondiale, présente en premier lieu les profils des tirailleurs sénégalais d'une guerre à l'autre, d'après leurs témoignages. En second lieu, l'itinéraire d'un ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale, Ousmane Diaye. En troisième lieu, un ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale, Dick Diagne, et enfin une analyse de la tuerie des tirailleurs sénégalais ex-prisonniers rapportés dans le camp de Thiaroye le 1er décembre 1944. La quatrième partie, enfin, qui traite de l'instrumentalisation des tirailleurs dans des guerres coloniales, présente l'itinéraire du soldat Aliouba, ancien combattant de guerre d'Indochine 1946-1954 et d'Algérie 1954-1962. Ensuite, de l'itinéraire du tirailleur Demba Ahmed Sall, celui du caporal Mamadou Baldé, un ancien combattant. D'un ancien combattant de guerre d'Indochine et d'Algérie, un témoignage sur le rôle des tirailleurs sénégalais lors des événements de 1947 à Madagascar, et enfin le parcours du combattant Abdoulaye Mbaye, tirailleur de la dernière génération des guerres d'Indochine et de l'Algérie. D'une lecture facile, captivante, il met en exergue et en filigrane les valeurs, les qualités et les vertus des tirailleurs sénégalais. Discipline, intégrité, loyauté, courage, bravoure, intelligence, esprit d'initiative, pugnacité, abnégation, sens du partage. Aujourd'hui, ces valeurs, qualités et vertus supracitées se retrouvent dans les forces armées sénégalaises et devraient être vulgarisées au sein de la jeunesse de notre cher pays au grand bénéfice des générations futures. Mon général, le programme de la cérémonie se déroulera comme suit. Nous aurons d'abord la présentation de l'auteur par le professeur Babacar Fall, qui sera suivie de la présentation du livre par le professeur Bencham, ensuite le mot de l'auteur par le professeur Abdou Sow. Après, nous aurons le mot des armées par le colonel Jean-Paul Tap, directeur des archives et du patrimoine historique des armées. À l'issue, le chef d'état-major général des armées prononcera son allocution, qui sera suivi de la cérémonie de dédicace. Et enfin, un cocktail est offert aux invités par le chef d'état-major général des armées. Merci de votre aimable attention. À présent, nous invitons monsieur le professeur Babacar Fall pour la présentation de l'auteur.
Donc, c'est le professeur Mbaye Thiam qui parlera au nom du professeur Babacar Fall. Merci beaucoup. Monsieur le général, chef d'état-major, général des armées, messieurs les officiers supérieurs, mesdames, messieurs les invités. Le professeur Babacar Fall est absent. Comme beaucoup d'universitaires, il profite des grandes vacances pour procéder au renouvellement de ses connaissances et à la diffusion de ses recherches. Et c'est moi, le professeur Mbaye Thiam, qui vais parler et pour lui et pour moi. Je le fais avec d'autant plus de plaisir, je veux dire remplacer Babacar, que quand on m'a installé en juillet ou août 2006 comme directeur de l'école des bibliothécaires, archivistes et documentalistes, il est passé quelques semaines après accompagné d'Abdou Sow dans mon bureau. Je croyais qu'ils allaient sacrifier, comme beaucoup, aux félicitations d'usage qu'on adresse à quelqu'un qui est élu ou nommé. Et Babacar, fidèle à lui-même, m'a dit: on n'est pas venu pour te féliciter, on est venu pour t'avertir. Si tu réussis ta mission, tu l'auras fait pour notre université, pour notre pays et pour toi-même. Si tu échoues, tu auras échoué pour nous, tous. C'est en effet 46 ans de compagnonnage. Quand nous nous sommes retrouvés à la rentrée d'octobre 1972 à la faculté des lettres et sciences humaines, Abdou, venu de son Kaolack natal, avec ses valeurs métissées de Halpulaar plus ou moins wolofisées et de Saloum Saloum encore moins dégrossi, que Babacar venait de Saint-Louis avec l'ensemble des valeurs et cultures, de métissage culturel de Saint-Louis. Ils ont trouvé en moi ce que j'appelle un Dakarien. Pourquoi? Parce que je suis arrivé à Dakar de mon Jolof natal à l'âge de 4 ans et qu'aujourd'hui j'en ai 64. Je n'ai jamais quitté Dakar, même si je n'ai jamais rompu avec le Jolof. Et nous avons vécu ensemble des années mémorables. Nous avons surtout rêvé. Rêvé d'abord pour notre pays. En nous inscrivant en octobre 1972 dans notre université ou l'université de notre pays, nous étions dans une faculté où le doyen était un Français. Il s'appelait Paul Moral, professeur de géographie qui nous enseignait la géographie de l'Europe. Le chef du département d'histoire s'appelait Raoul Lonis, un Martiniquais français spécialiste de l'histoire ancienne, plus précisément de l'Égypte hellénistique, de cette aristocratie égyptienne faite de métissage de la royauté égyptienne et de la royauté grecque. Et comme partout ailleurs dans notre université, les Français tenaient encore les postes de direction. Et nous rêvions un jour d'assurer la relève. Mais pour cela, il nous fallait arriver au niveau de diplomation des Français qui nous enseignent. Et nous avons rêvé. Nous avons rêvé ensemble que 2 fois. À la chambre 212 du couloir F du pavillon A, on a reconstruit le Sénégal, mais à travers ses racines. Il faut dire que nous avions de qui tenir, parce que c'est cette année-là que nous avons reçu le cours qui a créé en nous
la connaissance de notre pays et partant son amour, son affection. Il était magistralement dispensé par un professeur qui nous a formatés au-delà de nous avoir formés, le professeur Mbaye Guèye, sur l'histoire de la pénétration coloniale et des résistances. Et il nous souvient encore, on l'évoque souvent, que le jour de la clôture de son cours, alors que les examens n'étaient pas encore là, on ne savait pas si on allait passer ou non, l'amphithéâtre de 300 personnes debout lui a fait une magistrale ovation. Nous avions le professeur Omar Khan qui enseignait le Tekrour, qui enseignait l'histoire de la vallée du fleuve qui a fondé notre société. Nous avions le professeur Barry Boubacar, tout jeune, frère émoulu, qui enseignait le Walo. Et à côté, nous avions des professeurs français qui nous disaient de la manière dont seuls les universitaires ont le secret: votre pays, c'est vous qui le ferez, ce n'est pas nous qui le ferons. Mais si vous voulez le faire, il faut que vous soyez aussi diplômés que nous. Et les jeunes étudiants que nous étions, tous sortis de moules sociales très modestes, nous avions décidé de relever le défi. Et le défi, même s'il ne finit jamais, a commencé à être relevé. Et l'un des exemples les plus attrayants de cette conjonction du désir et de la volonté face à l'obstacle, c'est cet homme, Abdou Sow. Nous étions 259 en première année, nous étions 29 en licence. D'autres ont rejoint après, parce qu'ils ont connu des obstacles. Mais quelle a été la surprise quand, après la maîtrise, nous nous sommes jurés, comme on le fait dans la chasse Wolof di Jolof à la veille des combats, de continuer la pérégrination académique, universitaire, intellectuelle. J'avais fait un mémoire sur Bouna Ndiaye, Bourba Jolof, chef de Provence. Babacar avait travaillé sur le travail forcé. Abdou avait commencé sur une perspective d'histoire économique des sociétés de prévoyance sociale. Ce mémoire, les sociétés indigènes de prévoyance, qui ont préfiguré la trouvaille des coopératives, l'a conduit à faire une thèse de doctorat de 3e cycle, toujours sur les sociétés de prévoyance, dans son mémoire sur le Saloum et dans sa thèse sur le Sénégal. C'est comme ça que nos professeurs nous ont appris à progresser tout doucement vers le sommet. Et une quinzaine d'années après, il soutiendra une thèse de doctorat d'État. Parce que notre génération, malheureusement ou heureusement, a connu le système français, abandonné par les Français en 1981, et que nous n'avons pas encore abandonné, même si légalement ou juridiquement, on l'a rejeté, de la thèse d'État, de la thèse de 3e cycle, qui imposait avant le bâton de maréchal, comme on dit dans l'armée, entre 25 ans et 30 ans de recherche. Mais cela ne nous faisait pas peur. Parce que quand, entre deux cours, nous avions un moment de libre, nous nous échappions pour aller à l'IFAN, Cheikh Anta Diop, pour retrouver Cheikh Anta Diop, qui était dans son laboratoire. Et quoique, quelles que soient les questions qu'on lui posait, il nous rappelait toujours, avant de nous quitter, que le défi, le vrai défi pour l'Afrique, c'est le défi de la science. Ce n'est pas le défi de l'économie, c'est pas le défi c'est le défi de la science. Si nous voulons hisser notre pays au rang des pays respectables, il faut maîtriser la science. C'est dans la maîtrise de la science que se trouvent les voies qui permettent à l'homme de dompter la nature.
et nous revenions la tête remplie. Nous nous amusions à apprendre par cœur des passages des ouvrages de Cheikh Anta, de Yves Persson, de Suré Canal et d'autres encore. Et voilà que 15 ans plus tard, 10 ou 15 ans plus tard, c'est nous qui avons commencé la relève, ce qu'on appelle la relève de l'assistance technique française dans notre université. Et avons entamé les responsabilités. Abdou a payé son tribut. Babacar a payé son tribut. Nous avons essayé autant que possible tous de payer notre tribut. Au peuple sénégalais d'abord, qui nous a fait, et biologiquement et intellectuellement, parce que c'est par des petites bourses au lycée, des bourses à l'université, que nous sommes devenus ce que nous sommes. Jamais nos parents n'auraient pu nous payer les études que nous payons aujourd'hui à nos propres enfants. Mais tel est le destin aussi de l'humanité. Et nous avons persévéré. Mais la question qui nous taraude le plus dans notre promo, chaque fois que nous nous retrouvons, c'est que chacun de nous est resté dans la trajectoire que son mémoire de maîtrise avait tracée. Abdou est sorti de sa trajectoire, a emprunté des chemins qui n'ont jamais été sinueux et est arrivé aujourd'hui à être parmi nous, certes un hystérion, un académique, un universitaire, mais aussi et surtout un penseur en histoire éclectique qui passe d'un sujet à l'autre avec une facilité inouïe, avec des capacités intellectuelles démesurées. Il aura consacré, je dis bien consacré, toute sa vie, depuis que nous sommes entrés à l'université, il a consacré à la recherche. Il n'a jamais rien fait d'autre. Certains d'entre nous se sont essayés à la politique, se sont rendus compte très rapidement qu'il faisait un mauvais ménage avec la science. On en est sorti. On s'est essayé dans le mouvement social. Abdou n'a jamais rien essayé d'autre que le culte du savoir à travers la recherche et la diffusion des savoirs. C'est pourquoi cet ouvrage intitulé « Des tirailleurs sénégalais se racontent », rien que le titre exprime toute la dimension méthodologique, scientifique de son approche des sujets scientifiques. L'enseignant en bibliothéconomie, archivistique et sciences de l'information que je suis, lui aurait sûrement reproché de choisir « Les tirailleurs sénégalais se racontent ». Il a dit « Des tirailleurs sénégalais se racontent ». Pour se laisser le temps de voir d'autres racontes pour pouvoir les comparer. La subtilité, mais surtout l'humilité du chercheur qui ne diffuse pas du savoir de portée ésotérique. Il diffuse, il communique, il transfère ce qu'il a pensé avec des hypothèses évaluées, sourcées, vérifiées, expérimentées avant de le diffuser. C'est pourquoi cet ouvrage s'ajoute à la panoplie des autres ouvrages qu'il a publiés. Après ses travaux académiques, il s'est essayé aux biographies. Sa biographie sur Ibrahima Seydou Ndaw clôt le débat autour, la discussion autour du personnage. Travailler sur le capitaine Racine Sy a ouvert des pistes de recherche qui a obligé et poussé même des membres de la famille à écrire. Parce que les historiens, les hommes de science ne règlent pas des problèmes. Ils posent des questionnements à partir de démarches scientifiques. Donc, parler de lui nous est d'autant plus facile et difficile à la fois qu'il s'agit de parler de nous. Et ce nous englobe toute cette promotion d'historiens, de géographes, à qui Mbaye Gueye a appris très tôt, dès octobre 1972,
que si nous ne connaissons pas le Sénégal, nous ne le transformerons jamais. Combien de fois il nous l'a répété? Si vous ne connaissez pas ce pays, vous ne le transformerez jamais. Et le connaître, c'est l'étudier sous l'angle de l'histoire, qui fonde la sociologie, laquelle prolonge le droit, la philosophie et toutes les sciences sociales. Nous sommes des esclaves de l'histoire. Nous nous référons à l'histoire pour tout. Moi, j'ai fait une thèse de doctorat sur la chefferie, les chefs de province et chefs de canton du Sénégal, qui m'a désorienté, pour ne pas dire orienté, sur la piste des recherches sur les autorités coutumières et les autorités religieuses. Et chaque fois que je regarde la télévision de notre pays, que j'entends les radios de notre pays, quand j'entends les gens parler, je ferme les yeux et je retourne à l'histoire. Pour quand je les ouvrirai dire « Ah, c'est possible », même si c'était impossible. Parce que l'histoire est une ligne directrice de l'ensemble de nos conceptions, de nos pensées, de nos activités, bref, de notre système de valeurs. Quand on ne se connaît pas, on est désincarné. Quand on est désincarné, on est une feuille morte que la plus petite bise peut transférer la vie. Nous avons lu ce livre. C'est une contribution magistrale. D'abord du point de vue de la démarche scientifique. Ce n'est pas un livre qu'il a écrit. Il aurait pu le co-signer avec tous les étudiants qu'il a encadrés à l'intérieur du laboratoire de recherche sur les métiers et la mémoire en Afrique de la FASTEF, affiliée à l'école doctorale Ethos, études de l'homme et de la société. Dans ce laboratoire, il a fait ce que le fils de traditionniste ou petit-fils de traditionniste en histoire que je suis appelle la transformation des traditions orales par la collecte écrite. Pendant des années, il a lancé ses étudiants à la quête de leur environnement propre pour dénicher des anciens combattants. Il est allé discuter avec eux, converser, échanger avec eux et leur démontrer que l'historien qu'il est, quels que soient ses grades, ne peut pas écrire à leur place leur propre histoire. Et a fini par les convaincre de parler avec ses étudiants. Ils lui ont ramené des monographies, tels ceux qu'on a menés à l'école William Ponty. Toutes les vacances qu'il a agrégées et mis sous le moule de la critique historique. L'archiviste que je suis dirait de la diplomatie que la science des sources, la science de la critique interne et de la critique externe de toute source avant de l'exploiter. Et c'est le fruit de ce travail qui est aujourd'hui en partie, une grande partie de cet ouvrage. Mais il a surtout utilisé, comme je disais tout à l'heure, de manière éclectique, ces relations pour verser on ne sait comment. Peut-être c'était pour éviter l'injonction qu'on nous avait faite en 1973 d'aller faire le service militaire avant de venir nous inscrire au département d'histoire. Pour éviter le service militaire, malin, intelligent comme il est, il s'est fait l'ami de l'histoire militaire et des militaires donc. Et c'est peut-être cela qu'il a envoyé à l'école des sous-officiers d'actifs de Kaolack, où il a délivré pendant des années un cours d'histoire militaire. Ces cours d'histoire militaire, pour l'archiviste que je suis, qui a souvent visité les archives du Sénégal, les archives de France, démontrent combien, face à la pénétration coloniale, face à la différence de niveau technologique et technique d'armement, des résistants sénégalais ont inventé de véritables stratégies militaires qui ne dépareraient sûrement pas les stratégies de notre vaillante armée d'aujourd'hui. Il a travaillé sur l'ensemble de ces textes pour en produire un document en 4 parties.
Sur la partie 1, les précurseurs. Eh oui, ceux qui ont travaillé à la pénétration coloniale à côté des armées d'invasion impérialiste étaient aussi des tirailleurs sans en avoir légalement, juridiquement le nom. Mais on ne pouvait pas les ignorer dans la partie 1 qui a donc fait une grande partie à ses précurseurs. Mamadou Racine Sy, pour illustrer, dans le Haut-Sénégal-Niger, à côté de Archinahar, le sergent Malamine. La partie 2, les tirailleurs dans les champs de bataille hors d'Afrique, ayant commencé par la Première Guerre mondiale, 14-18, qui était un moment extrêmement important dans notre pays, qui a donné beaucoup de soldats à l'armée française, aux armées alliées. Je rappelle dans ma thèse l'histoire qui a opposé Bouna Albouri et Mbahan Diop Lat Dior. Quand Bouna a été recruté en 1914 pour aller à la guerre, Mbahan a écrit au gouverneur du Sénégal pour dire que le fils de Albouri Ndiaye ne pouvait pas aller à la guerre et laisser le fils de Lat Dior en place. Et qu'il exigeait d'aller à la guerre. On ne peut pas juger ces gens avec nos yeux d'aujourd'hui. On ne peut pas les juger avec une vision sociale qui était la leur, forte de valeurs morales, de valeurs sociales, parmi lesquelles les valeurs de bravoure et de courage. La troisième partie est consacrée aux tirailleurs sénégalais de la Deuxième Guerre mondiale, avec une incursion méthodologique, ça c'est l'historien, sur les profils, sur les modalités et procédures de recrutement, sur la formation, surtout sur l'endoctrinement. Comment l'armée, à côté de l'école et à côté d'autres institutions coloniales, était aussi des systèmes d'endoctrinement. À la veille de la création de l'école des fils de chefs et des interprètes, dans les années 1890, le gouverneur du Sénégal, dans son mémorandum argumentaire, adressé au ministre de la Marine et des Colonies, disait « Favorisons l'école, parce que l'école est un merveilleux moyen de colonisation. Il faut créer des écoles. » Parce que des députés français s'injutaient contre la formation. Ils disaient « L'école est un merveilleux moyen de colonisation. » L'armée aussi en était un. Mais c'était oublié que quelle que soit l'école qu'on ait fréquentée, quelle que soit l'armée qu'on ait servi, quand on a les pieds jusqu'aux genoux enfoncés dans le trépied de sa culture, par son histoire, on n'oublie jamais d'où on vient. La colonisation aura été sous ce rapport pour nous un système de rencontre qui nous a beaucoup coûté, qui nous a beaucoup imposé, mais de qui on a appris tout ce qu'on pouvait apprendre sans cesser d'être des Africains et des Sénégalais. L'exemple d'illustration de ce chapitre consacré à Thiaroye 44 est illustratif. Ce n'est pas un choix bénin, ce n'est pas un choix gratuit. J'ai participé à une commission qui a écrit le discours d'un président de la République de ce pays pour parler de Thiaroye 44. Le discours a été mis de côté pour lire autre chose. Mais ceux qui ont peur de leur histoire ne connaîtront jamais leur avenir. Ceux qui ont peur de leur histoire ne connaîtront jamais leur avenir. Leur présent sera toujours en permanence un ghetto. C'est l'histoire qui permet de mettre les choses à plat, de fermer son esprit et de faire parler sa conscience et son intelligence, de faire le retour nécessaire pour comprendre ce que Mbaye Gueye nous appelait le contexte. Dans quel contexte tout ça s'est fait? C'est cela qui permet aux historiens de ne jamais dire si c'était moi, parce que ça ne pourra jamais être vous. Vous n'aurez jamais vécu dans le même contexte. La partie 4, qui est la dernière, c'est l'instrumentalisation des tirailleurs dans les grandes guerres, après les grandes guerres coloniales. En effet, je dis souvent à nos étudiants,
La France a conquis le Sénégal et le Sénégal a conquis le reste de l'Afrique pour la France. En Indochine, à Madagascar, en Algérie, au Maroc, à l'intérieur de l'Afrique, c'est des soldats sénégalais, derrière des officiers français qui ont achevé ce qu'on appelle, dans notre jargon, la pénétration coloniale en Afrique. Évidemment, cela ne pouvait pas ne pas être théorisé par le système colonial. Et il nous souvient des chaudes échauffourées intellectuelles que nous avons eues sur les concepts de chefs de race, de chefs extérieurs, de gouverneurs généraux Van Vollenhoven, Brévier, William Ponty, qui ont théorisé pratiquement l'approche symptomatique des sociétés africaines en disant, des sociétés sénégalaises en disant qu'elles sont différentes des autres. Le gouverneur général Van Vollenhoven aura eu le courage sous ce rapport de dire que le Sénégal était un pays et une société avant de rencontrer le système français, qui ne nous a pas fait. Il nous a accompagnés, mais il ne nous a pas fait. Voilà le 4e chapitre qui clôt ce travail. Ce document est bien écrit parce que nous avons été formatés dans la rigueur de l'écriture historique. Combien de fois Boubacar Bari nous a menacé, non pas de nous donner de mauvaises notes, mais de déchirer les copies s'ils étaient mal écrits, parce qu'il faisait le cours de commentaires d'histoire. Combien de fois le professeur Ibader Thiam, frais émoulu de l'agrégation française en 1975, est venu nous donner un cours magistral sur l'Europe de la mort de Charles Quint à la mort de Philippe II, et qui finissait toujours par nous dire à la prochaine composition, celui qui me fera une faute de grammaire, ou une faute de syntaxe, ou de vocabulaire, je déchirerai sa copie, je ne la corrigerai pas. Abdou s'est plié à cette exigence que nous avions d'écrire et de bien parler le français, qui n'est pour nous ni un complexe de supériorité, ni un complexe d'infériorité, c'est un outil de communication que nous utilisons comme tous les autres outils pour parler au monde. Il a bien écrit son texte qui donne un sens et une ouverture à une question de portée existentielle. La gestion de la mémoire de ceux de nos aïeux qui ont accompagné la France dans ses conquêtes coloniales, y compris dans sa domination coloniale chez nous. Je l'ai profondément ressenti quand j'ai dépouillé près de 200 dossiers de chefs de canton et de province pour écrire ma thèse d'histoire sur la chefferie. On ne peut pas les juger avec les yeux d'autrui. On les juge avec les yeux de leur temps, la conscience de leur temps. C'est un livre d'hommage donc à cette catégorie de personnes à qui il faut rendre hommage. Et c'est le lieu pour nous, historiens, de dire combien est importante et majeure la contribution de notre armée dans ce combat de culture, d'appropriation de notre histoire et d'hommage catégoriel à des personnes qui ont payé de leur sang pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Merci, Monsieur le Général. Merci à tous les officiers, tous les hommes de troupes de donner vie à un lieu, à un endroit où est mystifié au sens positif du terme, le sens de l'honneur, le sens du courage, le sens de la bravoure. Al-Houri avait un cheval qu'il avait nommé Boudé Djoté. Quand on lui a posé la question de savoir pourquoi, il dit Boudé Djoté, bo goré dé, bo goré wouté, gorel te dé. Et c'est là ça le sens de la devise de notre armée. On nous tue, mais on ne nous déshonore pas. C'est un ouvrage de restitution de faits historiques avérés. Nous n'étudions pas en histoire la rumeur. Nous n'étudions pas en histoire tout ce qu'on raconte. On étudie des faits qu'il faut structurer sur le plan géographique, structurer sur le plan intellectuel, qu'il faut dater, qu'il faut contextualiser pour en mesurer les effets sur la société qu'il a vécue et les enseignements que la société d'aujourd'hui peut en tirer. C'est pourquoi la vie des tirailleurs
c'est constitué d'un faisceau de faits. C'est un ouvrage de rectification, de réajustement des perspectives de cette question des tirailleurs. ONU sont ceux qui penseront que c'était des collaborateurs. Ils ne l'étaient pas. C'est des personnes qui ont vécu leur époque avec tout ce que cela comporte de dignité, avec tout ce que cela comporte d'honneur, mais aussi de difficultés dans leur chair. Parce que tous ceux qui étaient tirailleurs n'avaient pas choisi de l'être. J'ai travaillé sur ce chapitre sur la conscription dans les cercles du Sénégal. C'est un livre de sources et de ressources. Il accumule ce que nous appelons dans notre jargon des ressources informationnelles, valides, fiables, authentiques, à partir desquelles on peut reconstruire la trajectoire d'hommes et de leur environnement familial pour comprendre aujourd'hui ce que nous sommes. Combien de militaires haut gradés de notre armée nationale ont fait honneur à notre pays parce que pour l'essentiel, ils étaient fils ou petits-fils de tirailleurs sénégalais. Le Jolof que je suis en connaît un bon. Enfin, ce livre, Monsieur le Général, cher ami Abdou, est un livre de contribution à l'élévation des choses les plus essentielles de notre société, dont les derniers gardiens, je dis bien les derniers gardiens, sont l'armée, l'université. L'armée de notre pays, l'université de notre pays sont les derniers gardiens des valeurs morales, des valeurs sociales, des valeurs culturelles, de l'ensemble de ce substrat sans lequel nous ne construirons non pas seulement le développement, mais nous ne construirons même pas l'émergence. Les gens, les sociétés humaines ne sont jamais spontanées. Elles sont le fruit de trajectoires historiques au cours desquelles elles construisent un ensemble de repères qui, tel le phare la nuit, guide les bateaux, leur apprend à chaque fois qu'ils doutent, à chaque fois qu'ils se posent des questions, par où il faut passer, quel que soit le difficile, pour pouvoir en retour regarder sa société à travers soi-même sans avoir honte, sans avoir dépéri, sans avoir été un homme ou une femme désincarnée. Mon général, nous à l'université, depuis 40 ans, nous nous avertions à l'image de notre maître, Cheikh Anta Diop, à faire en sorte que dans notre pays, nous cultivions le sens du devoir, le sens du patriotisme, le sens de l'engagement couronné, structuré par le savoir. Et le savoir vérifié, validé, qu'est la science. Vous, dans l'armée, vous évertuez à récupérer les jeunes vers l'âge adulte pour les forger dans le sens de la bravoure, dans le sens du courage, dans le sens de l'éthique, dans le sens du don de soi. C'est les militaires qui vont au front. Tous les choses qui les y envoient enregistrent à la radio ou à la presse les résultats du front. Cet engagement, aucune société ne peut la payer autrement qu'en vouant à ses tenants un respect, une considération à la mesure de sa hauteur. Nous nous réjouissons à travers l'investissement d'Abdou à vous dire aujourd'hui merci, mais surtout à vous renouveler, non pas seulement son engagement. Maintenant que nous savons que nous avons dépassé l'âge d'être enrôlés, nous allons venir, notre promotion, davantage
le renforcer, davantage l'encadrer pour que l'histoire de toutes les catégories de nos armées, depuis les tirailleurs sénégalais jusqu'aux jeunes qui sortent aujourd'hui de ces excellentes écoles de formation militaire de notre pays, tenues par des Sénégalais, comprennent que nous sommes un grand pays. Nous ne sommes pas le meilleur ni le plus grand, mais nous faisons partie des pays où on se raconte, où on se pense, où on réfléchit sur soi-même à travers des trajectoires historiques. Merci Abdou de montrer que la discipline des militaires, la force des militaires peut cohabiter avec la hardiesse des universitaires, avec le culte. Ça va. Merci de nous donner cette occasion de nous adresser à cette auguste assemblée. Je m'excuse d'avoir été long, mais j'ai pensé parler pour 2 personnes. Et c'est la raison pour laquelle, au nom de Abdou, monsieur le général, messieurs les officiers, au nom de son époux, au nom de notre amitié commune avec toutes les personnes qui sont là, et dont la plus présente et absente, Babacar Fall, nous vous disons merci et vous renouvelons notre engagement à vous accompagner autant qu'il sera possible au titre de nos disciplines de l'histoire, de l'archivistique, pour rendre plus haut, plus ferme le flambeau des personnes qui défendent sur l'ensemble des terrains l'honneur de notre pays, de notre peuple, sans lequel nous ne serions rien d'autre. Je vous remercie. Après la présentation de l'auteur et du livre par le professeur Mbaye Thiam, à présent, nous invitons monsieur le professeur Abdou Sow à prendre la parole pour le mot de l'auteur. Monsieur le chef d'état-major des forces armées, messieurs les anciens chefs d'état-major, messieurs les invités, les colonels et toutes personnes présentes dans cette salle, avec tous mes respects. Je voudrais vous expliquer, d'abord féliciter les 2 orateurs qui vont permettre de réduire mon texte. Parce qu'ils l'ont fait de manière extraordinaire. Je ne suis pas capable de faire ce qu'ils ont fait. Tous les 2. Vous avez traité tout un chapitre de mon texte. Donc, je vais l'éliminer. Je vais le réduire. Je voudrais simplement vous dire que ce livre est la suite logique d'un projet qui remonte à 1998. Ça veut dire que le premier tirailleur que nous avons enregistré sur cassette, c'est en 1998 à Guinguinéo. C'est le sergent-chef Aliou Ba qu'on a cité tout à l'heure. Ce travail est le résultat de plusieurs années de collecte d'informations auprès des tirailleurs sénégalais et ou des membres de leur famille. Recherche aussi dans les archives du service historique de la défense au château de Vincennes à Paris, aux archives de Nantes et aux archives du Sénégal. C'est tout ça qu'on a conjugué pour faire le livre. Mbaye Thiam l'a bien expliqué, je ne reviens pas là-dessus. Alors, quel a été notre objectif? Nous voulions informer le peuple sénégalais et l'Afrique pourvoyeure de tirailleurs sur cette tragédie longtemps occultée et taboue. Tabou parce que, vous verrez, tous les chefs d'État africains n'ont jamais osé parler des tirailleurs qu'on a exécutés à Thiaroye. Senghor, Abdou Diouf, etc. Ça aussi, on y reviendra, c'est expliqué dans le livre. Le deuxième objectif, c'est de rétablir la vérité des faits historiques de notre pays qui sont maquillés, falsifiés, caractérisés par des oublis et des omissions volontaires pour des raisons idéologiques inavouées. Troisième objectif, c'est pour sauvegarder une part importante de notre patrimoine historique dont les principaux acteurs sont en voie de disparition. Aujourd'hui, nous avons à moi seul, M. Fall Anna, M. Fatih Anna, Mamadou Diallo Anna, nous avons des cassettes. Moi, j'en ai plus de 100 et quelques cassettes enregistrées, plus les documents des militaires, le livret militaire, ce qu'on appelle le livret militaire, photographiés, photocopiés. Nous voulions répondre à un besoin en support didactique manifeste des enseignants pour améliorer la qualité de leur enseignement.
Vous savez qu'il y a des leçons qui portent sur la guerre en Afrique et la guerre, les Africains dans la Deuxième Guerre mondiale. Le chapitre sur les tirailleurs sénégalais est truffé d'erreurs. Et on enseigne ça à nos élèves depuis des années. Donc, puisque je suis pédagogue aussi, didacticien, j'ai cherché à faire des ouvrages, tous les 3 ouvrages que vous voyez que j'ai écrits. Le premier, c'est sur la conquête coloniale avec le capitaine Racine. Le deuxième, c'est l'histoire politique du Sénégal à partir d'un personnage important, Ibrahima Sédou Ndaw. Donc c'est le cours de décolonisation en 3e et en terminale. Et là, c'est le cours des différentes guerres auxquelles l'Afrique a participé avec la France. Alors, quelle est la structure de l'ouvrage? Je ne vais pas reprendre ça, parce que les 2 collègues qui ont parlé l'ont bien expliqué, donc je passe dessus. Ce que j'ajouterai là-dedans, c'est 2 choses. Sur la Première Guerre mondiale, nous avons été invités par le chef d'état-major, envoyés par le chef d'état-major du Sénégal, de l'armée sénégalaise, pour le représenter en Turquie, avec le colonel Matar Diop, que je remercie au passage, le colonel Souleymane Gueye, que je remercie au passage pour tout ce qu'il a fait, et il y avait moi, et Mordao et moi. Et nous avons fait des communications, et nos communications ont été primées, décorées. Sur les 300 quelques communications, celles du Sénégal ont été primées. Et on a représenté dignement le chef d'état-major des armées. Et là, ça m'a permis, quand j'ai visité les cimetières, les champs de bataille à Kanakane, on est resté là-bas du 21 au 28. On était accueillis, on était vraiment dans de très bonnes conditions. Nous avons visité, ils nous ont visité tout. Ils nous ont démontré comment, quand vous mettrez sur le bord de la rivière pour voir le goulot d'étanglement dans lequel se trouvaient les soldats sénégalais et qui ont été tués par des mines. Ensuite, des canaux qui étaient entre les 2 rives et qui les bombardaient. Vous avez les larmes aussi. C'est inimaginable comme mort. Alors, donc, j'ai voulu faire un hommage aux inconnus morts pour la France. Et là, je salue au passage le colonel Sek, Abdoulaye Sek, je crois, qui était l'attaché de défense. C'est lui qui nous a accueillis, qui nous a accompagnés et qui, à la fin, quand j'ai discuté avec lui, m'a donné la liste. Parce qu'on a visité le cimetière où sont enterrés les Sénégalais. Alors, il m'a donné la liste des 2240 personnes enterrées, soldats enterrés, avec une croix, de manière inconnue. Tous avaient une croix. Et ce jour-là, quand on est arrivé, nous avons trouvé quelqu'un qui était en train de scier les croix. Et c'est le colonel Abdoulaye Sek, qui, avec l'ambassadeur du Maroc et de France, ont initié cette opération pour qu'on identifie les Sénégalais musulmans et les autres musulmans, les Arabes, et qu'on enlève les croix. Et c'était devant nous qu'on coupait les croix et on était là-bas. Alors, donc sur les 2240, c'est des gens qu'on a récupérés dans 10 cimetières et qu'on est venu enterrer dans le cimetière français. Il y avait 2240 tombes et sur les 2240 tombes, j'ai identifié 364 présumés tirailleurs sénégalais à partir des noms. Parce qu'il n'y a aucun signalement sur les soldats, il n'y a que des noms, mais il n'y a rien de plus. Et sur les 364 présumés tirailleurs, 43 ont des noms sénégalais. J'ai même les photos dans le livre, vous verrez les photos des Sénégalais qui sont enterrés. J'ai fait un peu de parti pris, j'ai pris les photos, 3 photos dont 2 sont du Sine Saloum. Bon, c'est parce que j'habite la région de Kaolack, mais je ne suis pas régionaliste. Alors, donc, le reste c'est des Sénégalais, le reste c'est des Africains, des Français et des Israéliens qu'on a enterrés dans le même truc. Donc c'est ça que je voulais ajouter et nous avons rendu un hommage à ces gens-là. Et je vous rappelle que jusqu'à présent, on a identifié là-bas des tombes, des fosses communes. Nous avons 2 tirailleurs qui ont disparu, le tirailleur Fallou Fall et le tirailleur Amersi. J'ai cherché partout en France, dans les archives, j'ai cherché leur identité, le dossier, je n'ai pas pu le trouver. Parce que si vous allez dans les archives, souvent, c'est les officiers qu'on trouve là-dedans, le nom des officiers. Fallou Fall et tout. Alors, les gens ont pensé identifier des tombes. On a vérifié, ce n'est pas leur tombe, tous les 2.
Les gens voulaient qu'on ramène Fallou Fall, ça c'est ses parents. Les Tidjanes ont refusé qu'on ramène le Ahmed Sy. Parce qu'ils disent que celui qui est entré là-bas n'est pas Ahmed Sy. Alors, ce qui fait qu'on nous a informé sur place qu'il y a des fosses communes. Mais on n'a pas la preuve. Donc, puisque je n'ai pas la preuve, je ne peux pas le dire officiellement de manière officielle. Mais on m'a dit que certains, les deux là, il y en a un qui est enterré dans une fosse commune. Mais je n'ai pas la preuve de l'écrire. Alors, si on prend le truc de Thiaroye, j'ai voulu faire un chapitre spécial sur Thiaroye. Parce qu'il y a trop de contre-vérités. Beaucoup de gens qui ont écrit sur Thiaroye, ce qu'ils racontent, c'est faux et archi faux. Parce qu'ils n'avaient pas accès aux archives qu'on a données au Sénégal. Et même ces archives-là sont incomplètes. Il y a beaucoup de ratés dans ces archives. Il y a des rayures, il y a des textes qui sont réécrits après les événements. Et ça se voit. Si vous lisez les documents... Alors moi, je remercie le colonel Souleymane Gueye. C'est lui qui m'a permis d'accéder aux archives. J'avais une copie qui m'a été donnée par un Français des archives. Donc j'ai ma propre copie. Mais je voulais confronter avec ce que Hollande nous a envoyé. Et ce que Hollande nous a envoyé, je l'ai analysé comme d'autres l'ont fait. Et j'ai montré les lacunes et les limites. Il y a beaucoup de dossiers qu'on a retirés des archives. C'est expliqué dans les livres, donc je n'y reviens pas. Alors, pour Thiaroye, il faudrait qu'on sache qu'il y a beaucoup de problèmes. Et je vais vous dire ce qui est maintenant officiellement peut-être publié et ce qui ne l'est pas. Alors, si on prend Thiaroye, le travail de recherche de la vérité sur la monstrueuse tuerie, moi je parle d'exécution, vous m'excuserez, je ne suis pas militaire, mais ce que j'ai analysé, ce que j'ai vu, les lettres que j'ai lues, les correspondances, les archives, c'est des milliers de photos qui sont scannées. Ah, on a exécuté les gens et je vous dirai pourquoi. Donc, pour le profane que je suis, ce qui n'est pas aujourd'hui, ce qui est sans réponse sur les questions qu'on s'est posées en faisant ce travail. Le nombre de tirailleurs ex-prisonniers débarqués le 21 novembre 1944 du bateau Surkicia, ce nombre, on ne le connaîtra pas parce que la France ne veut pas qu'on la connaisse. Ce nombre, jusqu'à présent, on dit 1300, 1200, 1600, 2000, 2300. Alors qu'il y a même la fiche de débarquement du bateau, j'ai eu accès à ça. Dans la fiche de débarquement du bateau, il y a trop de contradictions. Deuxième chose qui n'est pas claire, on ne connaîtra jamais le nombre de tirailleurs tués par la France. Mon collègue Chafati disait que la France fait tout, la France ne veut pas qu'on connaisse le nombre. Parce que si on connaît le nombre, nous allons connaître, si on connaît le nombre de gens qui sont arrivés, nous allons connaître le nombre de morts. Mais nulle part, on ne trouve pas le nombre. On l'a gardé pendant 72 ans en disant qu'il y avait 35 morts. Et quand Hollande est venu, il a reconnu officiellement. Mais déjà, en France, les gens, certains avaient accès aux archives. Nous, on n'a pas accès aux archives. C'est pourquoi aussi on ne pouvait pas avancer dans l'investigation. Alors, maintenant, Hollande est venu, nous a dit qu'il y a 70 morts. Nous, les Sénégalais, et même les Français, des amis français qui sont en France, j'ai reçu des messages quand le livre est sorti. Ces amis nous parlaient de 300 à 400 morts. Baïdé parlait de 156 à 300. L'autre, Armel Mabon, parlait de 300 à 400. Donc les gens ne sont pas d'accord sur le nom. Mais le chiffre officiel de la France d'aujourd'hui est de 72 morts. Alors que pendant 72 ans, on nous a dit que c'est 35 morts. On ne connaîtra jamais le lieu où sont enterrés. On ne veut pas connaître le lieu où sont enterrés les corps. Ils ne sont pas dans le musée, dans le, comment ça s'appelle, le cimetière de Thiaroye. Ils ne sont pas là-dedans. Selon certaines... Et si vous lisez les documents, il y a tellement de contradictions. Si vous faites la confrontation des différentes sources, il y a tellement de contradictions qu'on ne peut pas savoir où ils sont. Des fois, ils sont dans le cimetière. Les populations vous disent non, ils ne sont pas dans le cimetière. Les gens qu'on a contactés, ils nous disent qu'ils ne sont pas dans le cimetière. Ils sont dans une fosse commune, etc. Donc, il y a trop de contradictions. Les chiffres que les gens disent avoir enterrés et la réalité, ça fait 2. Donc, on nous cache des vérités et on a retiré des archives, des dossiers qui peuvent nous donner les réponses. On ne les a pas. Et j'ai 2 copies, hein, j'ai 2 copies. Une copie qui m'a été donnée par un Français et une copie du musée des forces armées détenue par le musée des forces armées. Et je salue au passage aussi, je remercie au passage le colonel Gueye, Mandigou Gueye. C'est lui qui m'a donné son bureau, sa machine,
Et il s'est absenté pendant le temps, plus de 15 jours que j'ai passé chaque matin ici pour faire la fouille des trucs et les scanners. Et c'est Jacques aussi, le sergent Jacques, je crois, Jacques Diouf, qui était à ma disposition. Et quand la machine tombait, c'est lui qui faisait venir quelqu'un pour réparer et qui m'a permis de faire. Mon livre est un livre collectif. Maïtam l'a dit, j'aurais pu le signer avec beaucoup de personnes qui m'ont aidé. Il y en a même qui m'ont donné des archives en cliquant sur le texte. Madame Diop m'a donné des documents dont je n'avais pas accès. Donc c'est l'armée qui m'a aidé à faire ce boulot-là. Et je les remercie. Alors, ce qu'on ne saura pas aussi, quand ils ont exécuté les tirailleurs sénégalais, ils ont spolié leurs biens. Ils ont récupéré tout ce qui était bon de trésor, contre chèque postaux, genre chèque postaux, je ne sais pas comment ils l'appellent, les différents objets, c'est-à-dire ils sont revenus avec des objets. Ils sont venus avec des fusils, ils sont venus avec des pistolets, ils sont venus avec des poignards, etc. Tout ce que vous voulez. Et ils avaient leur argent liquide. Il y en a qui avaient des chèques, des bons de trésor de 50 000 francs. Il a écrit en Wolof, Amonna Fouki Djouni ak Nyar Témé. En Wolof, quand on l'a entendu au Tumena. Ils donnaient les sommes avec lesquelles ils sont venus. Tout cet argent-là, on ne sait pas combien, mais l'armée coloniale, le général de l'armée de l'armée coloniale à l'époque, Dagnan, l'a estimé à 18 millions à l'époque. Donc les tirailleurs sont venus avec beaucoup d'argent. Il y en a qui avaient 100 000 francs dans leur compte ou en espèces. Tout a été récupéré par l'armée coloniale. Et l'armée coloniale, bon, aujourd'hui, nous leur posons la question, où sont nos morts, combien ils sont et où sont leurs biens. Il faut nous les rendre. C'est notre argent, vous le rendez aux familles des gens, leur argent, parce qu'ils se sont battus pour défendre la France. Et je vous raconte une anecdote, dans le livre, si vous le voyez, derrière j'ai mis, les tirailleurs ont sauvé une France à genoux devant l'armée, non, une France ingrate, devant l'armée, à genoux devant l'armée allemande. Et j'ai rencontré un collègue le jour où le livre est sorti, il est venu me dire, mais professeur, pourquoi vous avez écrit que la France était coloniale et ingrate? Je dis, mais moi, je n'écris pas pour les Français. Mon livre, je l'ai écrit pour les Sénégalais et pour l'Afrique. Les Français ont écrit leur livre. C'est le droit le plus absolu. Mais nous aussi, nous avons le droit d'écrire notre livre. Et j'ai écrit ce livre-là pour ça, pour remettre en cause les pendules. Et j'étais invité à Blois il y a 10 ans pour faire une communication. En marge de la communication, les Français nous ont invités à une réunion. Et lors de cette réunion, ils nous ont dit, la France est en train d'écrire un livre sur la Deuxième Guerre mondiale avec l'Allemagne. Le principal ennemi. Mais ça veut dire que ni les tirailleurs sénégalais, ni les Africains, autres Africains, ne vont pas apparaître dans ce livre-là. Parce que tous les livres que j'ai écrits, j'ai consulté tous les ouvrages manuels qui étaient en circulation de 1898 à aujourd'hui à Lyon. Vous ne verrez jamais dans ces livres faire référence aux tirailleurs sénégalais. S'ils le disent, ils parlent des tirailleurs de l'Afrique du Nord, les Arabes. Alors que c'est grâce à nous, en tout cas, on a contribué à la libération du monde libre. Nous avons sauvé la France en perdant de nos vies. Et ça, je crois qu'on ne pourra pas se taire pour ça. Qu'est-ce qui est sûr maintenant? Qu'est-ce qui est vrai dans ce qu'ils ont dit? L'armée coloniale est responsable de l'exécution des tirailleurs sénégalais, ex-prisonniers rapatriés au camp de Thiaroye le 1er novembre 1940. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est les textes, les documents, et c'est le président François Hollande qui a dit au Sénégal que les gens ont été tués par leurs frères d'armes. Je n'ai rien inventé. Mais j'ai prouvé, à partir des documents et à partir de ce qu'il a dit, que c'est les Français, c'est l'armée coloniale française encore, ce n'est pas les Français, c'est l'armée coloniale française qui a exécuté les... Alors, quand je dis exécuté, dans les archives, vous trouverez que les gens qui sont tués ont été ciblés, ont été tués par des tirs ciblés. Et le général Dagan lui-même le dit. Les premiers qui sont tombés, c'était des gens ciblés, c'est des tirs ciblés sur les gens. Et des gens, je vous rappelle, qui n'étaient pas armés. Aucun d'entre eux pratiquement n'était armé. On a trouvé simplement deux pistolets qu'ils ont ramassés et qu'ils ont dit qu'ils appartenaient aux tirailleurs. L'opération est conçue, préparée et exécutée avec une froideur et une détermination inqualifiée, qu'on ne peut pas qualifier. La complicité des plus hautes autorités qui, dans l'ampleur des dégâts, se sont empressés de couvrir les exécutants des ordres qu'elles avaient donnés ne fait l'objet d'aucun doute. Ça maintenant on le sait. On sait qu'on a la certitude aussi parce qu'on a discuté sur qui a tiré.
En trouvant les balles, j'ai demandé à des militaires de m'expliquer la quantité de balles et le type de fusil qui s'est identifié. Et nous avons la certitude maintenant que ce que vous appelez l'AM, c'est automilitaire, je crois, l'AM, sur lequel se trouvait le lieutenant-colonel qui était responsable du camp de Thiaroye, a été le premier à tirer sur l'esplanade où il y avait même ses propres officiers. Et les officiers qui étaient avec lui, qui se trouvaient devant et qui avaient rassemblé les soldats, le gars a tiré sur les gens. Donc ça, il n'y a plus de doute maintenant. On sait que ce sont eux qui ont ouvert le feu. Alors, enfin, les nombreux documents d'archives introuvables qui sont retirés des dossiers qu'on nous a envoyés, ils ont retiré les documents. Et j'ai identifié, je n'ai pas identifié, quelqu'un a identifié les documents, il me l'a donné, j'ai complété pour montrer les dossiers qui sont retirés, qui devaient nous permettre d'avoir les bonnes réponses. Sont corrigés. Vous avez souvent un rapport général ou des officiers avec des contradictions. Par exemple, si vous me faites le déroulement de l'opération à Kaolack, vous me dites que l'opération a commencé à 9h, 9h30, 10h30, 11h, midi, etc. Fin de l'opération. Ici, on met 9h, ensuite on met 9h30, on revient à 9h, on fait 10h, on revient à midi et on repasse à 11h. Donc ça veut dire que c'est un travail qui a été fait après pour maquiller les trucs. Et ça, vous le verrez dans le livre. Je donne tous les détails. Il y a des passages surchargés. Ils mettent du blanco, c'est orthographié, c'est un rapport. Ils mettent du blanco et ils écrivent en haut. Ou ils écrivent sur la masse. Mais ils ont enlevé une partie. Donc ça veut dire qu'on l'a truqué, on l'a falsifié. On relève des incohérences, voire des contradictions flagrantes, preuve d'une volonté manifeste de leur manipulation, leur maquillage, dans le seul but de cacher certains faits. Ils ont fait l'opération, ils ont exécuté les gens, mais il fallait maintenant faire de telle sorte qu'on les accuse. Parce qu'au tribunal, le truc d'accusation, c'est de dire que ce sont eux qui ont tiré sur l'armée coloniale. Et nous avons riposté, alors que c'est faux, c'est l'inverse. Enfin, l'organisation du procès par le tribunal militaire permanent de Dakar, ça a duré. Vous voulez juger plus de 34 personnes, jusqu'à 40. Vous faites un truc en 2 jours, donc c'est express, c'est le TGV, ou le, comment s'appelle notre train là? Le TER. Le TER. Son déroulement et la lourdeur des peines révèlent une parodie de justice dont le principe fondamental était de punir, de donner un exemple, mais pas de rendre une justice. On voulait montrer aux gens que ça, on ne pourra pas le permettre. Parce qu'en ce moment, la France coloniale avait perdu du terrain et les tirailleurs sont revenus avec de nouvelles idées. Ce ne sont plus des bien oui-oui, ils se sont révoltés depuis la France. Arrivés ici aussi, ils ont commencé à se révolter. Donc, voilà ce que je peux dire sur Thiaroye, mais vous le lirez dans le livre, dans les détails. Alors, ça, ce sont mes propres convictions. Je voudrais simplement vous dire que les 16 chapitres que vous trouverez dans le livre sont composés d'une part de communications présentées lors des colloques de Paris. Je suis allé à Paris en 1999, toujours dans le cadre de l'armée, pour faire des communications. Je suis allé participer à la commission internationale d'histoire militaire organisée à Amsterdam en 2010. J'ai fait une communication qui a été aussi primée, comme on dit. Sofia, toujours en Bulgarie, en 2012, j'ai fait une communication. Je suis allé à Varna en 2014, j'ai fait une communication. Et je suis invité à la célébration de la Première Guerre mondiale au Sénégal, j'ai fait une communication. Et j'ai représenté le général chef d'état-major des armées, Mamadou Sow, dans les Dardanelles, en compagnie des officiers que j'ai cités tout à l'heure, en 2015, où nous avons fait des communications. D'autres témoignages de tirailleurs qui ont accepté de prendre la parole pour se raconter aussi. Donc voilà les bases de notre travail. Alors, comment nous avons procédé, je ne vais pas y revenir, Mathiam l'a expliqué, c'est un travail, je voulais, mon objectif en faisant ce que Mathiam vous a dit, envoyer les étudiants dans les régions, je ne voulais pas aller aux maisons des anciens combattants et demander qu'on donne des anciens combattants. Il y a des professionnels qui sont là pour raconter des trucs. Je ne voulais pas de ces gens-là. J'ai demandé à mes étudiants d'aller dans leurs villages respectifs et de chercher dans chaque village un tirailleur ou 2 tirailleurs. Comme ça, j'aurai la possibilité
avec cette approche nous a permis de sortir de l'ombre plusieurs tirailleurs oubliés dans les villages, les plus reculés, et qui risquaient de disparaître à jamais avec le souvenir et les expériences. On les a enregistrés, on les a photographiés, on a scanné le livret militaire. Donc c'est des documents de référence. Quelqu'un, ça j'y reviendrai, qui veut écrire sur ça, il peut venir me voir, je vous dirai. J'ai à moi une centaine de, plus de 100 cassettes, mes autres collègues en ont aussi autant. Donc on pourra réécrire. J'ai dit, ce que Mbaye Thiamba a dit, c'est vrai, le titre est fait exprès, on l'a fait exprès. Je n'ai pas écrit les tirailleurs sénégalais, j'ai dit des tirailleurs sénégalais. Ça veut dire que quelqu'un qui maintenant, moi je suis fatigué, je suis épuisé, mais quelqu'un qui veut écrire un livre sur ça, il pourra faire des tirailleurs sénégalais se racontent, tome 2. Parce que tous les documents que nous avons, il y a deux positions. Où on les prend, on les publie tels quels en les corrigeant, les fautes, les incorrections, etc. Ça va être les sources. Ou quelqu'un qui va faire un livre sur ça, il vient, il prend les références, les sources, et il les exploite. Donc on a deux possibilités. Si on a une subvention ou un truc pour le faire, bon, on choisira des gens pour le faire, même l'armée pour faire ça. Moi, je crois que je vais me retirer après avoir publié les 2 prochains livres que je suis en train d'écrire. Alors, donc comment nous avons fait ça? On passe. Tout ça sur la méthodologie, je passe. Maintenant, sur les questions sensibles. Ce que je peux dire, c'est que nous regrettons que les premiers dirigeants post-indépendance, c'est-à-dire les présidents africains, post-indépendance de l'Afrique de l'Ouest, aient adopté la stratégie des bouches cousues. Ça veut dire tête se guémé. Ah voilà, on l'a traduit comme ça, bouche cousue, moi tête se guémé. La France ne voulait pas, en 1958, le pays a voulu faire une manifestation, des autres années, les gens ont voulu faire, on les a réprimés. Et parce que la France ne voulait pas qu'on parle de ce qui s'est passé. Et c'était interdit. Aucun des chefs d'État africains n'a jamais osé poser le problème. Tout le monde faisait le mort ou la bouche cousue. Et qui a été imposé par la France. Il y a des choses, moi j'ai assisté à des réunions où on nous a dit des choses, bon, parce que le président est toujours vivant, je ne peux pas en parler, mais il y a des choses qui se sont passées. Parce que nous, on nous avait demandé de donner la date exacte, de faire des recherches pour que, bon, on cherche une date. Nous avons proposé la date exacte. Mais je reviendrai sur ça tout à l'heure quand je vais terminer. Donc, sur tout ce qui concerne la théorie d'État de 1944, contribuant ainsi à ranger cette tragédie aux oubliés et en faire une question taboue. La France a voulu qu'elle soit une question taboue. Elle est une question taboue jusqu'à ces dernières années. Personne n'osait en parler. Sur la question très sensible des pensions, bon, là nous avons des réponses des tirailleurs. Tous les tirailleurs que nous avons interviewés ont donné leur avis sur la question des pensions. Donc c'est détaillé, je ne vais pas la... non, je veux que vous achetiez mon livre. Donc je ne vais pas le détailler, je veux que les gens achètent mon livre. Voilà. Parce que je vous rappelle que les livres que nous écrivons, on n'est pas financé. Je suis allé plusieurs fois en France, je paye mon billet. Je vais à l'hôtel. Je n'ai pas les moyens. J'ai dit que mon salaire, j'ai utilisé mon salaire pour faire les 3 livres. Chaque fois que je voyageais, je suis allé à Bamako, je suis allé en France, je suis allé en Belgique, etc., etc., etc. Alors, sur la question très sensible, donc, on l'a réglée. Et là, les tirailleurs, hein, je ne sais pas moi, les tirailleurs disent que le président Senghor n'a rien fait pour eux. Ça, ce sont les propos. Je cite, hein, je ne faut pas dire que Abdou a dit. Je dis que les tirailleurs, tous les tirailleurs à l'unanimité disent que sur la question des pensions, ils en ont après Senghor, parce que Senghor n'a pas voulu qu'on leur paye, c'est eux qui le disent, qu'on leur paye leur dû, parce que si on leur paye les pensions normales, ils allaient gagner plus que les fonctionnaires sénégalais, et ça allait déséquilibrer le système des salaires. Bon, mais ça, c'est eux qui le disent, et c'est leur argument. Je ne suis pas leur porte-parole, mais au moins je dis ce qu'on m'a dit. Le président Abdou Diouf, ils disent qu'il leur a toujours, semble-t-il, prêté une oreille attentive. Il les associait aux différentes activités, mais n'a pas réussi à régler la question des pensions, ne serait-ce que de manière interne. Ça aussi, ils le disent pour des raisons qui leur sont propres. Le président Abdoulaye Wade, c'est lui qui a le beau rôle. Il a le mérite d'avoir initié la célébration de la journée des tirailleurs avec les chefs d'État invités, le 23 août 2004. Alors, mais moi j'ai un problème. L'avènement de Thiaroye, ce n'est pas le 23 août 2004. On ne peut pas célébrer une date, parce que le débarquement, le 23 août, correspond au débarquement de Toulon. Ce n'est pas
C'est vrai que les Sénégalais sont morts, mais ce n'est pas pareil avec ce qui s'est passé à Thiaroye. Ce qui s'est passé à Thiaroye dépasse l'entendement et dépasse même le débarquement de Toulon pour nous, Sénégalais. C'est notre histoire, hein. Je ne parle pas de l'histoire de France. Donc, les tirailleurs admettent qu'aujourd'hui, l'ancien président Abdoulaye Wade a œuvré pour la reconnaissance et la réhabilitation des anciens combattants. Je cite ce que les combattants m'ont dit. Alors, maintenant, l'actuel, le président Macky Sall, a la chance de se faire restituer, ça c'est mon avis, ce que je dis maintenant c'est mon avis, la presque totalité des archives numérisées, même si elles sont complètes. Elles sont incomplètes. On a identifié ce qu'on a retiré des archives. Nous savons ce qui manque. Et ce qui manque devait nous apporter les réponses aux questions qui n'ont pas de réponse. Ça, ils ne le veulent pas. Il a aidé à faire avancer, le président Macky, les recherches sur les événements du 1er décembre 1944, du camp de Thiaroye, en mettant les archives à la disposition de la Commission nationale d'histoire générale du Sénégal, dirigée par le professeur Iba Der Thiam, et comprenant des historiens sénégalais africains, des intellectuels sénégalais et africains de la sous-région. Le président de la République vient de recevoir, semble-t-il, d'autres archives sur les tirailleurs des mains du président Hollande et promet de construire une maison des archives des tirailleurs. Cette idée des archives, etc., c'est une bonne idée parce que ça confirme la volonté du 30 novembre 2014 lors de l'inauguration de mémorial au cimetière de Thiaroye, quand, en parlant au nom du peuple sénégalais, sans ressentiment, il invitait son hôte, le président Hollande, à revisiter notre histoire commune afin que vive la mémoire des tirailleurs et qu'elle soit préservée de l'oubli et de l'usure du temps. Ainsi convient-il la France, et c'est ça le problème de la France avec son histoire coloniale. La France n'est pas capable, et il les invitait à se réconcilier avec son histoire coloniale et à rendre justice à ces braves tirailleurs. Voilà ce que Macky a dit quand Hollande est venu au Sénégal. Et je vous dis, à Boulois, ils sont en train de... Ils n'osent pas assumer leur histoire coloniale. La preuve, vous avez vu, c'est Macron qui est allé en Algérie. Il a dénoncé le colonialisme. Avant-hier, c'est lui qui a dénoncé l'assassinat de Odin, le jeune professeur d'université qui a été exécuté parce qu'il était communiste, mais qui a été tué par l'armée française, les services secrets. Et les services secrets ont dit à sa famille, ils lui ont remis une lettre, à sa femme, pour lui dire que ton mari s'est échappé et on l'a pu le retrouver. Alors que maintenant, Macron reconnaît que ce sont eux qui ont assassiné ce jeune universitaire et qui se battait pour l'indépendance de l'Algérie. Alors, donc, cette date du 23 août, moi j'ai convié dans le livre le président Macky Sall, je ne suis pas son conseiller, mais moi je lui ai demandé, dans ce livre, j'ai donné mon avis, cette date est celle du débarquement de Toulon. Mais la tragédie de Thiaroye du 1er décembre 1944 nous semble plus significative si on compare la symbolique de cette date compte tenu des autres facteurs qu'on pourrait avancer en faveur de la journée du 1er décembre. D'abord, au mois d'août, il pleut, on a des difficultés à organiser des cérémonies. Bon, ce n'est pas notre date. Nous, nos morts là, on les enterre. On le fait 8 jours après ou 40e jour, etc. Ben, un an après, si on doit le célébrer, il faut prendre la date du 1er décembre, jour où ils ont été exécutés par l'armée coloniale française. Alors, sans être le porte-parole des tirailleurs, et je vais terminer par là, nous pensons que le président de la République, c'est mon avis, j'ai le droit de dire, je suis libre de penser. Je dis ce que je pense. Je dis, sans être le porte-parole des tirailleurs, nous pensons que le président de la République peut et doit faire plus que ses prédécesseurs en marquant l'histoire et la postérité par d'autres mesures fortes en faveur des tirailleurs survivants, ne serait-ce que pour ceux d'entre eux qui n'ont jamais perçu une pension. Je vais vous donner l'exemple. J'ai choisi le NDIC là qui est de Sandiara, dans un village à quelques kilomètres de Sandiara. Si j'ai pris son témoignage, Ndik est analphabète. Il avait perdu son père et sa mère. Il a été recruté de force, envoyé à faire la Deuxième Guerre mondiale. Au retour, il débarque, on le fait débarquer à Dakar, on le met dans le train, on le mène à Thiès. Arrivé à Thiès, l'officier lui donne 5 000 francs pour acheter des habits et rentrer dans son village. En attendant le reculement, parce que dans les textes, il était prévu que tous les tirailleurs qui sont revenus seraient recrutés dans la police, etc. Alors, il nous dit vraiment, moi j'avais beaucoup d'empathie pour lui. Il me dit, on m'a donné 5 000 francs. J'ai acheté des habits, je suis rentré chez moi. J'ai attendu, je n'ai jamais été recruté. On ne m'a jamais proposé un boulot. Mieux,
On n'a jamais payé de pension. Et quand on l'a interviewé à l'époque, il n'avait pas de pension. Et quand on l'a interviewé, c'est dans les années 2000. Jusqu'à ce jour-là, il n'a pas de pension. Mais puisqu'il était un grand agriculteur, cultivateur avant de partir, il s'est enrichi grâce à l'élevage et à la culture de l'arachide et du mil. Et aujourd'hui, dans la région de Sandiara, c'est lui qui donne les bœufs dans certains villages, qui donne les bœufs pour les cérémonies annuelles qui font des cérémonies funéraires, etc. Enfin, pour terminer, notre conviction, et nous avons une conviction forte, est que c'est à nous d'écrire l'histoire à enseigner dans nos établissements, conformément au projet de société décliné par la loi d'orientation. D'ailleurs, il nous faut aller plus loin. C'est le didacticien et le pédagogue qui parle. Moi, je suis l'ancien doyen de la faculté des sciences, technologies de l'éducation et de la formation. J'ai fait que 2 métiers, enseigner, 3, enseigner, recherche et un peu d'administration. Et j'ai fait une administration très courte qui a duré 2 ans et je suis parti. Donc, mais je dis, c'est l'enseignant qui parle ici, le didacticien qui s'occupe de l'enseignement de l'histoire. Je crois que Mbaïtiam, je ne sais pas s'il l'a cité, il a dit vous dire quand j'ai dévié et que j'étais recruté par l'université, j'ai voulu faire une thèse de doctorat d'état S-lettres, histoire, sur l'enseignement de l'histoire au Sénégal, dès les premières écoles, 1817 à 1998, la dernière réforme de l'enseignement. Donc j'ai fait un travail d'historien et un travail de didacticien qui me vaut maintenant aujourd'hui le statut de didacticien. Donc, enfin, notre conviction est que c'est à nous d'écrire l'histoire à enseigner dans nos établissements, conformément au projet de société décliné par la loi d'orientation. D'ailleurs, il nous faut aller plus loin avec une véritable rupture épistémologique. Enseigner l'histoire autrement, en repensant la vision et la finalité de l'enseignement de l'histoire, en décolonisant les contenus et les concepts, en rompant avec la périodisation qui se réfère à la colonisation. On n'a pas de droit aujourd'hui de faire notre histoire par référence à l'histoire de France. Moi, je suis allergique à ça, Mbaïtiam est allergique à ça, Babacar est allergique, tous les collègues de notre promotion, nous sommes allergiques à ça, parce qu'on a été moulés par un homme, c'est le professeur Mbaïgué. S'y ajoute la prise en charge. Maintenant, l'histoire, ce n'est plus raconter le passé seulement. L'histoire, c'est analyser pour pouvoir intervenir dans la société. Ça, c'est notre conception. Donc, je dis, s'y ajoute la prise en charge du panafricanisme, du mouvement de la négritude, de l'apport des diasporas africaines à la civilisation, au développement économique, des questions émergentes telles que les défis et les nouveaux enjeux du XXIe siècle, la bonne gouvernance, le genre, les changements climatiques, etc. etc. Je ne peux pas tout citer, mais je m'arrête pour la liste sur ça. Et je voudrais vraiment finir pour vous remercier tous. Et je pense que je l'ai raconté au général chef de la major des armées, dans son bureau. Mon amour avec l'armée, je voulais être militaire. J'ai voulu faire le concours, j'ai déposé même pour faire le concours à l'époque de l'école de Saint-Louis, Charles Torré. Mais mon père en bon peul, je vous rappelle que mes 3 grands-pères ont été démis de leur fonction de chef de canton et de Ardo, 3. J'en ai 3, qui ont été démis de ça parce qu'ils n'étaient pas capables d'obliger les peuls à s'enrôler dans l'armée. Ils ont été démis pour faiblesse ou incapacité ou tout ce que vous voulez. Bon. Moi, je voulais faire le concours, mon père m'a dit, mon fils ne fait pas l'armée. C'est ça qui a fait que je n'ai pas été. Mais donc, je l'ai transféré mon amour à l'armée d'une autre manière. Cette fois-ci, c'est l'historien qui est devenu un amoureux de l'armée. Et je pense que, et j'ai monté tout à l'heure au colonel 4, mon fils, je lui ai dit que je voudrais que ce gosse-là soit un fils. Donc, je suis là. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Monsieur le général de corps d'armée, chef commandant général des armées, monsieur le général de division, inspecteur général des corps d'armée, monsieur le général de brigade, au commandant en second de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, messieurs les officiers généraux, messieurs les directeurs de service, monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 1, messieurs les membres de la commission sénégalaise d'histoire militaire, messieurs les membres de l'association des amis du musée, monsieur le professeur Abdoul Sow, mesdames, messieurs les officiers, sous-officiers militaires du rang, mesdames, messieurs, distingués invités. Permettez-moi d'emblée de vous souhaiter la bienvenue à la direction des archives et du patrimoine historique des forces armées
que j'ai l'honneur et le privilège de diriger, plus précisément au Centre de documentation et d'information, ce centre qui porte le nom de Mamadou Lamdou Touré, dont je salue au passage la veuve Ndeye Gaye ici présente. Mon général, messieurs les officiers généraux, honorables invités, je parlerai plutôt du professeur Abdou Sow en sa qualité de président de la Commission sénégalaise d'histoire militaire. Donc on l'a présenté au plan académique, moi je le centre sur sa fonction, sur sa qualité de président de la Commission sénégalaise d'histoire militaire. Alors pour permettre de mieux appréhender ces approches, je reviens sur les missions de la commission qu'il a l'honneur de diriger. Cette commission a pour noble mission de développer, coordonner la recherche en matière d'histoire militaire et d'assurer la promotion académique de l'histoire militaire sénégalaise. Aider à la rédaction d'ouvrages, d'articles relatifs à l'histoire militaire du Sénégal et du patrimoine s'y attachant, à l'animation de conférences au profit des grands commandements et services et au profit des écoles de formation sur des thèmes relatifs à l'histoire militaire, de réaliser des recherches et études nécessaires pour identifier tous les monuments et sites historiques et les biens culturels dont la protection s'avère utile pour l'histoire militaire, de promouvoir des programmes d'enseignement incluant l'histoire militaire dans les établissements de l'enseignement militaire supérieur ainsi que les établissements d'enseignement général et d'enseignement universitaire. Enfin, il a pour mission de diffuser les publications spéciales et organiser des colloques pour faire connaître le patrimoine militaire national. Mon général, messieurs les invités, vous pouvez maintenant mieux apprécier, je pense à sa juste valeur, la face cachée du professeur Sow et ainsi donc comprendre le pourquoi du livre et l'intérêt tout particulier qu'il porte à l'histoire militaire. Monsieur le professeur, les forces armées, en mon nom, vous félicitent et vous renouvellent leur engagement à vous accompagner dans l'exécution de votre mission. La direction des archives et du patrimoine historique des forces armées, que vous connaissez très bien et que vous fréquentez de manière très régulière, vous souhaite particulièrement une santé de fer pour orienter la Commission sénégalaise d'histoire militaire vers de nouveaux sentiers qui seront très importants pour le Sénégal et les générations futures. Et sincèrement, à vous entendre, vous et le professeur Thiam, je vois déjà les sentiers que nous, on a déjà prévus ensemble, et vous oriente vers la possibilité d'attaquer résolument la réhabilitation de tous nos héros et patriotes qui ont défendu la patrie, la souveraineté, l'honneur et la dignité africaine contre la pénétration coloniale. Présentement, nous travaillons de manière très proche avec la famille Ladjo, dont les journées sont prévues le 1er, 2 et 3 novembre. Nous travaillons aussi avec la famille de Mamadou Lamine Dramé. Et je pense que nous sommes déjà sur la bonne piste. Dans ce cadre, juste pour rebondir par rapport à ce que je dis, il pourrait être envisagé effectivement une refonte du programme d'enseignement militaire. Les commandants de l'ENOA ici présents me comprendront aisément dans les écoles de formation des forces armées et les orienter vers l'enseignement de l'histoire de nos résistants. La visite des sites historiques et pourquoi pas orienter certaines écoles de formation, comme en fait l'EAI, vers l'étude des champs de bataille. Je reviens sur le propos du professeur. Effectivement, si on ne connaît pas le Sénégal, on ne peut pas le développer. Donc, mon général, messieurs les officiers, mesdames et messieurs, honorables invités, je vous remercie pour votre très aimable attention. Mesdames, Messieurs, honorables invités, à présent, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, doit à présent prononcer son discours. Monsieur le général de division, inspecteur général des forces armées, messieurs les officiers généraux, messieurs les directeurs de service, monsieur le colonel, directeur des archives et du patrimoine historique des armées,
Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 1, Messieurs les membres de la Commission sénégalaise d'histoire militaire, Messieurs les membres de l'association des amis du musée, Monsieur le professeur Abdou Sow, Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers grands anciens, je voudrais, à l'entame de mon propos, vous remercier d'avoir bien voulu honorer de votre présence la cérémonie de ce matin qui m'offre l'opportunité de rendre un hommage renouvelé au professeur Abdou Sow. Au-delà des éminents services qu'il a rendus aux forces armées par sa participation à la formation de plusieurs générations de nos élèves, officiers et sous-officiers, et sa contribution remarquable à la Commission sénégalaise d'histoire militaire, le professeur Sow constitue un modèle de patriotisme, d'engagement. Les témoignages faits tantôt par ses collègues historiens montrent à suffisance la dimension de l'homme. Je voudrais aussi saisir cette assemblée pour faire un appel aux historiens, aux militaires en activité ou à la retraite, aux citoyens sénégalais et étrangers de tous bords qui ont en partage la passion pour l'histoire, afin qu'ils s'investissent davantage à la rédaction de l'histoire des forces armées de notre cher pays. Certes, d'éminents précurseurs, parmi lesquels je voudrais citer le professeur Iba Der Thiam et le regretté colonel Mamadou Touré, paix sur son âme, ont jeté les fondements de l'histoire militaire sénégalaise, notamment en retraçant l'épopée des tirailleurs sénégalais. Concernant toujours cette partie de notre histoire militaire, les archives des événements de Thiaroye, aujourd'hui disponibles au niveau de la direction des archives et du patrimoine historique des armées, ouvrent d'innombrables perspectives aux historiens. Cependant, il existe bien des domaines tout aussi intéressants qu'il nous revient d'investir pour conserver notre mémoire collective et les faits d'armes de nos glorieux anciens. Il s'agit d'abord de la réhabilitation de tous nos héros et patriotes qui ont défendu la patrie, la souveraineté, l'honneur et la dignité africaine contre la pénétration coloniale. Ensuite, les opérations intérieures et extérieures que les forces armées sénégalaises mènent depuis l'aube de notre accession à la souveraineté internationale constituent une mine à explorer. Notre contribution aux opérations de maintien de la paix a débuté le 1er août 1960 avec l'engagement d'un bataillon sous l'égide des Nations Unies au Congo dans le cadre de la Fédération du Mali. Cette première opération a, depuis, été suivie par bien d'autres qui méritent d'être inscrites dans la postérité. Sur le même registre, l'engagement au Sinaï en 1974 sous l'égide de l'ONU, la force interafricaine au Tchad, mandatée par l'OUA en janvier 1982, l'épopée du commandement opérationnel Sud-Casamance-COSC, le déploiement de 1500 Djambars au Libéria en 1991 avec l'ECOMOG devrait aujourd'hui faire l'œuvre décrite essentiellement pour les jeunes générations. Enfin, la montée en puissance de notre armée, l'histoire et les traditions de nos unités, l'évolution de nos écoles de formation, la vie et l'œuvre des anciens qui ont forgé ce bel outil devait être consignée à travers des monographies. Dans ce cadre, le recueil des témoignages des acteurs, dont certains sont encore en vie, se révèle comme une action urgente. Mesdames, Messieurs, honorables invités, c'est sur cette invite que je voudrais terminer
en vous renouvelant mes remerciements pour avoir bien participé à cette cérémonie. Je vous remercie de votre aimable attention. Après le discours de Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, nous allons à présent procéder à la cérémonie de dédicace. Assister à la cérémonie de dédicace.